Good afternoon. Scientists around the world have always said that easily accessible testing is the key to combating the spread of COVID-19 while helping people live normal lives. Conservatives have been calling for rapid and easily accessible tests since March. However, Justin Trudeau and his health minister have repeatedly failed to fight for access to these vital tools for Canadians. Justin Trudeau's health minister said today that there are no at-home antigen tests in the Canadian review process. This is ridiculous. It's blindingly ridiculous. She should be out actively looking for these types of technologies and proactively getting them into the review process. At a time when every country in the world is proactively trying to acquire and develop these technologies to protect their people, Justin Trudeau's cabinet is content to say, we're letting them come to us. Our allies are winning in this race for supplies. Months ago, the U.S. Food and Drug Administration approved similar tests that Justin Trudeau is only now getting around to looking at, after weeks of intense political pressure and parts of the country once again on lockdown. Today, we still have no clarity on the types of tests, when they will be widely available to Canadians. We still have no delivery or distribution date, even though the tests are still in use in other parts of the world. And we don't know where Canada stands on the lists of actually getting these supplies, given their delay. The same rapid point-of-care test that Health Canada is now looking at has been used by our G7 allies for months, and yet it is still not approved in Canada, even though they're supposedly trying to order it. Why has it taken our country so long to get this done? How many schools have had to close because we didn't have this capability? How many hours were lost as working parents had to stand in line for a test? Justin Trudeau's government's complete inaction on testing is unacceptable. We know that testing is a key tool to get our country back to work and to fight this pandemic. As Canadians face more lockdowns, Canada's Conservatives will continue to stand up for Canadians and continue to force the Trudeau Liberals to act. We are getting results as we saw today. The only reason this announcement happened is because of Erin O'Toole's Conservatives and the political pressure that we've applied. There's much more to be done, and we will deliver. Bonjour tout le monde. Donc, comme ma collègue vient de mentionner, actuellement, on a un grave problème d'approvisionnement en tests au Canada, alors que c'est la priorité, c'est la chose à faire pour venir à bout de la COVID-19 puis de faire les tests de façon rapide. Donc, lorsqu'on parle de tests salivaires, on n'est pas en mesure d'accélérer le processus. Tout est compliqué, tout est long au niveau de l'évaluation par Santé Canada et pour nous, c'est incompréhensible actuellement. La raison pour qu'on trouve que c'est incompréhensible, c'est que partout ailleurs dans le monde, ça va beaucoup plus vite, ça fonctionne. Donc, actuellement, le gouvernement vient d'annoncer l'acquisition d'un nouveau test en mode évaluation, un test qui a déjà été approuvé par la FDA aux États-Unis il y a plusieurs mois. Donc, pourquoi ici, on doit encore attendre, avoir de longs délais? On veut bien réinvestir de l'argent, on va voter prochainement de l'argent encore pour les citoyens qui vont devoir se mettre en congé forcé à cause d'une attente de tests de COVID. Et si on avait des tests de façon rapide, maintenant, on pourrait procéder et éviter les délais, éviter que les familles doivent attendre des tests, que les enfants restent à la maison et qu'il manque de l'école, que les parents manquent du travail à cause d'un manque d'efficacité. Donc, actuellement, on demande à ce que le ministère de la Santé du Canada soit beaucoup plus efficace et surtout soit rapide afin d'accepter des tests qui sont déjà approuvés dans d'autres pays. Si les pays du G7 sont en mesure d'approuver des tests, pourquoi le Canada traîne de la patte aussi long? Merci. Nous allons maintenant prendre les questions. Commençons par les questions au téléphone. Un petit rappel, une question de suivi. Et nous avons à peu près 10 minutes pour les questions. Operator, we're now going to question, starting with question on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up. And we do have about 10 minutes for question period. Operator, what's our first question on the phone? Our first question, la première question de Louis Blouin, Radio-Canada. Your line is open. Allez-y. Monsieur Poilus, j'aimerais parler finances publiques avec vous. Le DPB ce matin parle d'un déficit de 328 milliards. J'aimerais avoir votre réaction à ça. Et il dit si le gouvernement met en œuvre des promesses comme celles contenues dans son discours du trône, c'est-à-dire assurance médicaments, services de garde et tout ça, le Canada sera sur une voie non viable au niveau des finances publiques. Je veux savoir ce que vous pensez de ces projections, de cet état de fait du directeur parlementaire du budget. J'aimerais vous répondre, mais je vais réserver la réponse à mon collègue Pierre Poilievre, notre porte-parole en finances, qui
après la période des questions, on va venir vous parler de sa réaction. Sur les tests, alors, il y a quand même des vérifications qui doivent être faites. Alors, ma question, vaut-il mieux être en avance, mais avec un test moins fiable, qu'en retard avec un test fiable? Bien, actuellement, ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mars, il n'y a rien qui avance. Donc, on ne peut pas comprendre pourquoi des pays du G7, ou comme les États-Unis, par exemple, sont en mesure d'approuver rapidement des tests qui sont efficaces. Et oui, le 100% d'efficacité n'existe pas. Par contre, il y a le moyen d'avoir d'énormes résultats rapides qui font sauver du temps et de l'argent à tout le monde. Pourquoi ici au Canada, c'est si long? Pourquoi il n'y a rien qui bouge? Et c'est la question qu'on a aujourd'hui. Nous allons maintenant passer une question dans la salle. We'll now take a question from the room. Thank you. Hi, Mike Lucas with Global National. Ms. Rempel-Gardner, I just want to ask you, health officials from Health Canada today were saying that they're going as quickly as they can, and they are openly eliciting responses from different companies, and they're approaching them and saying, look, this is the process to do it. Why do you blame it on the government if Health Canada says that they are openly trying to find these tests, these rapid tests? They have not been doing this the entirety of the pandemic. If they were, we would have had results by now. So frankly, I just don't believe that, number one. Number two, you have to realize we're not in normal times here, right? We're in one of the most tumultuous periods of Canadian history, both with regard to the economy and Canadians' health. So I appreciate that, bureaucracy has certain timelines and standards, but when times change as radically as they have, it's incumbent upon the political leaders that have mandates to ensure we still have effective, thorough reviews, but also understand that we're in a race to get these technologies. There are many other countries around the world that are trying to procure them, that are trying to manufacture them, that are trying to develop them. And the fact that we're so behind the eight ball on this is highly problematic. What worried me the most about today's announcement is that it's only come after a period of intense political pressure from our party. It has only come without any sort of transparency on timelines for procurement or review. And the minister should be able to, after 7 months, be able to stand up in front of Canadians and say, don't worry, we've got the processes in place. We've innovated our processes such that we can still do a full review, but we're going to get that done in a quick period of time so that we don't continue to see the lockdowns that have been announced, let's say, in Quebec today. This really is a failure on part of the federal government to act beyond the speed of bureaucracy and to the speed that Canadians need to make their lives normal in these difficult times. You were giving examples earlier of how other G7 countries have beat us and that they continue to use some of these quick rapid tests. Can you give me an example? And are any of them the tests that we reportedly heard that some Conservatives used ahead of a caucus, I believe it was last week or the week before? Is that another example of a test that you're saying that the government should look at, even though, correct me if I'm wrong, I'd heard that it wasn't sort of a Health Canada approved test? So certainly Conservatives support a fulsome review of any health technology that is going to be used for Canadians. We've been saying that since day one. Yesterday, it was very surprising for me to see news. It was a Guardian article where it broke that the World Health Organization had approved technology that 120 million units was going to be distributed around the world, and Germany was looking at procuring 20 million tests of this particular technology, and with France and Switzerland to follow suit. Yet I stood up in the House of Commons immediately during question period and asked this, and we got no response. So that was the opportunity for the government to answer your question, right? I'm in the opposition. I'm the person who pushes for action and tries to get answers to those questions. But if the minister herself isn't even answering that, that's a problem, and that's who Canadians and the media should be looking for to be able to inform those types of comments. I just asked because you were saying that G7 countries have beat us to it. So what do they have that we don't? Sure. So I would refer you again to the article that I mentioned yesterday that I believe it's in other Canadian news outlets today, where there have been a test approved by the WHO that Germany, France, and Switzerland are looking at procuring and will be distributed, I believe, via the WHO and in partnership with the Gates Foundation to developing countries. We'll now take
one more question on the phone. Operator, do we have a next question? Our next question, la prochaine question, from Selena Shizgi, CBC National News. Votre ligne est ouverte. Allez-y. Hi there, Ms. Rumpel-Garner. I just had a quick question. You were saying that Justin Trudeau's cabinet has just sat around and not done anything on this. Are you saying that political pressure should be trying to interfere in a scientific regulatory review process that has already been speeded up because of the pandemic? That's a narrative that the Trudeau cabinet is trying to push because they don't want to deal with this reality. Conservatives fully support, I fully support, our leader fully supports a rigorous testing process. The question becomes, why haven't they said that we can have a rigorous testing process in a period of time that meets the needs of this extraordinary situation that we're in right now? And that's where political pressure matters. It's going to the people within government who are responsible for this processes and saying, innovate. How can we do both? And that actually makes a difference. That's what real leadership is. And the reality is I don't think that the government would have made this announcement today had it not been for the leader of our party, Erin O'Toole, myself, my colleague Pierre, coming out and saying the lines that we're seeing across the country aren't acceptable, and there are technologies around the world that we should be reviewing. So, to me, it's an issue of leadership. But, certainly I understand why Trudeau would try to be muddying the water through comments like that. It's because he doesn't want to take accountability for his failure to provide leadership in these situations. So you're calling for, of course, a rigorous testing process, regulatory process for these testing devices. But what sort of message does it send when the Ontario caucus of the Conservative Party took a test, a serological one, albeit a serological one, but that has not been approved by Health Canada? Again, what sort of message does that send to Canadians? I'm putting myself in the shoes of, I had a woman write to my riding this week where she wanted to go get a test. It was, she's got childcare issues. She's worried about having to isolate for several days, waiting for her results. And that's the person that we're trying to manage to, right? I think that we know that there are many different technologies around the world that are being reviewed, are being deployed right now. And it's a completely reasonable question for parliamentarians to say, where are we at in that process? When are Canadians going to have access to these types of technologies? And if the government has, legitimate concern about some technology that's being used in other parts of the country, they need to be transparent about that. And we haven't seen that to date. All we've heard is we're not getting it done. So we're going to continue to press for answers because it goes back to, there's a very human face to this. This isn't an esoteric concept. This is something that we have to be focused on to help Canadians. And certainly as we see, the number of cases rise, as the weather get colder and people being faced with lockdowns, we need to be looking for alternative solutions. And I'm proud of the leadership that we're providing on that. For sure, but is it reasonable for your party members to be, showing people that you are taking a test that has not yet been approved by the regulatory body? Again, we support a full and complete regulatory review process, but we also support the government figuring out ways to ensure that that happens within a period of time that can meet the needs of everyday Canadians. La prochaine question sera au téléphone. The next question will be on the phone. It's going to be the last question. Operator, do we have our last question? Yes, the last question, la dernière question de Mélanie Marquis, La Presse. Your line is open. À vous la parole. Merci. Bonjour, je vais poser deux questions pour M. Paulus au cas où on me coupe la ligne avant que j'aie l'occasion de poser les deux. D'abord, M. Paulus, sur la question des tests rapides, M. Trudeau s'était posé la question un peu plus tôt en conférence de presse et lui, l'argument qu'il met de l'avant, vous savez, c'est, écoutez, le gouvernement ne peut pas faire pression, ne peut pas s'ingérer dans les décisions de Santé Canada. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Puis deuxièmement, si vous pouvez aussi, dans un autre dossier complètement, il y a le Canada qui a imposé des sanctions au régime biélorusse, donc à la Biélorussie. J'aimerais savoir si vous appuyez ça, si vous pensez aussi qu'on peut en faire davantage. OK, merci, Mme Marquis, pour vos questions. La première question, lorsque le premier ministre dit qu'il ne peut pas rien dire à Santé Canada, pour moi, je veux dire, c'est une forme de signe d'impuissance. Alors qu'on vit actuellement dans une bataille contre la COVID, souvent les parlementaires ou le gouvernement disent on est à la guerre.
Bien, lorsqu'on est en guerre, il y a des situations qui doivent changer, des façons de faire qui doivent changer. Oui, l'évaluation d'un test relève de la science, on s'entend là-dessus. Mais nous, notre question, pourquoi d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, ou l'Allemagne, ont des moyens techniques rapides de faire leur évaluation? Est-ce que c'est parce que les règlements sont différents? Est-ce que parce que les scientifiques sont supérieurs? Je crois qu'on a d'excellents scientifiques au Canada. Par contre, il faut à un moment donné avoir le moyen de dire accélérez votre travail, travaillez 24 heures sur 24 s'il le faut. On parle actuellement, l'économie s'effondre, on a des centaines de milliards de dollars en jeu, puis on a besoin de tests. Ça prend une réponse rapide. Et si les autres pays étaient au même niveau que nous, je dirais c'est normal. Mais là, on voit que depuis plusieurs mois, les Américains ont approuvé un test. Donc, pourquoi chez nous, ça prend autant de temps? Et c'est ça la question. Et que M. Trudeau dise « Ah, je peux rien faire parce que c'est des scientifiques puis j'ai pas un mot à dire je ne peux pas l'accepter. » Question de suivi de Mélanie. Pour les sanctions contre la Biélorussie, écoutez, est-ce que notre porte-parole va intervenir là-dessus aujourd'hui? Bon, on supporte les sanctions, j'imagine? Okay. Je donne une réponse. J'ai pas vu le dossier ce matin, j'ai pas vu ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on me fait signe qu'évidemment, on est en support des sanctions contre la Biélorussie. Merci. OK. Ben, c'est bon? Est-ce que je peux juste rajouter sur Santé Canada? Êtes-vous encore là, M. Paulus? Oui. OK. Vous dites, M. Trudeau, bon, c'est un signe d'impuissance, mais à ce moment-là, la question se pose plutôt à Santé Canada. C'est d'eux que vous voulez entendre. Pourquoi? Parce qu'on les entend. Il y avait la question est toujours adressée au gouvernement. On s'adresse au gouvernement. Vous avez posé la question à M. Trudeau. M. Trudeau dit qu'il n'est pas en mesure de rien faire. Alors, on fait quoi dans ce temps-là? On reste les bras croisés et on attend. Je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin. C'est ça les décisions qui sont à prendre dans une situation d'urgence comme on vit actuellement au Canada. Et comme je dis, quand on voit partout dans le monde qu'il y a de la rapidité, il y a des façons de faire plus rapides, ben, la question se pose, pourquoi chez nous on doit attendre et qu'on n'a pas encore de résultats? Ceci met fin au point de presse. This concludes the press conference. Merci beaucoup. Comme vous le savez, le Canada a perdu et n'ont pas retrouvé 1 million d'emplois depuis février. Seule façon de fournir des emplois à ces chômeurs, c'est avec des petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises seront nécessaires pour engager les gens qui ont perdu leur emploi. Et ces emplois sont la seule solution pour le long terme de notre économie. On ne peut pas financer nos programmes sociaux ni fournir une vie de prospérité à nos familles sans emploi. Aujourd'hui, on reconnaît la fin du programme d'aide pour le loyer des petites et moyennes entreprises, un programme qui a échoué. Près de 90% des petites entreprises n'ont pas pu utiliser ce programme parce que c'était trop compliqué, trop bureaucratique et trop impratique. Donc, le gouvernement doit ajuster ses programmes, ses taxes et la paperasse pour permettre des entreprises de créer des vrais emplois et payer des salaires pour une vie prospère pour les gens dans le relance de notre économie. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. As you know, we have lost and not recovered 1 million jobs since February. That's 1 million families without an income. 1 million families that, against their will, are relying on assistance just to get by. 1 million families that don't know what they will do with their futures. We need those jobs back, and it will be small and medium-sized businesses that will create those jobs. Government programs have failed these businesses. For example, the rent subsidy ends now, having done nothing for 90% of small businesses in this country. Those small businesses are the lifeblood of our economy. They provide the wages that put food on the table of millions of Canadians. The only way to protect the finances of the government, to furnish the funds for our programs, and put food on the table of our families is through jobs.
We need a policy that unleashes the hiring potential of our small and medium-sized entrepreneurs. To bring our small businesses back to life means to bring our main streets humming back to life. And so conservatives are calling for the government to remove obstacles to that restart and to that hiring, to get our businesses back on their feet and our workers back in their jobs. We have Thank about you. 10 minutes for questions. I'll ask reporters to keep it to one question, one follow-up. Nous avons à peu près 10 minutes pour les questions. Seulement une question de suivi. En commençant par le téléphone. Opératrice, avons-nous une première question? Oui, Émilie Bergeron de l'agence QMI. Please go ahead, à vous la parole. Oui, bonjour, M. Poilievre. J'aimerais avoir votre réaction au rapport du directeur parlementaire du budget de ce matin sur le déficit fédéral. Merci. Mais tout d'abord, il faut reconnaître que le rapport fourni aujourd'hui ne comprend pas des autres mesures de relance que le gouvernement a annoncées. Alors, ça n'inclut pas près de 40 000 $ en dépenses que le gouvernement a annoncé après la période d'études qui est compris dans le rapport qu'on voit aujourd'hui. Donc, le déficit sera beaucoup plus grand que le directeur parlementaire du budget nous a dit aujourd'hui. Nous avons maintenant un déficit entre 3 et 400 000. Excusez-moi, nous avons un déficit entre 3 et 400 milliards de dollars. Le directeur parlementaire du budget a déjà dit qu'on ne peut pas payer nos factures pour plus longtemps qu'un an ou deux à ce niveau. Donc, la solution au déficit, c'est les emplois. On ne peut pas couper assez, on ne peut pas taxer assez pour éliminer le déficit. C'est la seule solution, c'est de fournir des emplois aux gens. Parce que les travailleurs et les entreprises qui créent de la richesse sont notre seul espoir pour pouvoir payer les factures de notre pays. Donc, une politique qui permette nos entreprises de ressources naturelles de bâtir des oléoducs, des mines et de nos entreprises manufacturières de recommencer leur travail avec une politique de taxes qui est concurrentielle. D'autres mesures comme ça qui permettent nos travailleurs, nos 20 millions de travailleurs de retourner et de créer la richesse. C'est le seul espoir pour s'attaquer au déficit. Thank you very much. Well, first of all, I would just point out that the deficit numbers that the parliamentary budget officer gave today do not include the recovery benefits or the additional authorizations for spending that the finance minister has recently sought. So the deficit will be much bigger than the number that the PBO has reported. That said, whether the deficit is $300 billion or $400 billion, he tells us that it is not sustainable for more than 1 or 2 years. The solution? Jobs, jobs, jobs. We need our workforce back up on its feet. We cannot cut or raise taxes to pay for this deficit. The way to eliminate it over time is by getting people back to work. Only when our workers and entrepreneurs are producing wealth will we be able to protect our finances while putting food on the table of the millions of families who need it. So we need a jobs plan to unleash the mighty force of our 20 million workers to restart our mines, to build pipelines and resource projects, to allow our manufacturers to compete again with their fierce international competitors. That is the only way that we will generate enough wealth in order to shoulder this burden. Ton suivi, Émilie? Oui, en suivi, j'aimerais aussi vous entendre sur la décision des libéraux d'attacher un vote de confiance au projet de loi qui est débattu, dont le temps de débat sera écourté pour les prestations de relance économique. Quelle est l'idée, selon vous, derrière
le fait d'attacher un vote de confiance à ce projet de loi-là, alors qu'on sait déjà que le NPD le soutient. Mais évidemment, les libéraux veulent forcer une élection. C'est tout. C'est leur priorité. C'est la raison pour laquelle ils ont fermé le Parlement pendant 6 semaines et soudainement, ils sont pressés pour adopter les mesures. On aurait pu travailler pendant tout l'été pour préparer ces mesures, pour avoir un débat qui nous assurerait d'un bon programme. Mais les libéraux ont fermé le Parlement, empêchant le débat. Et maintenant, soudainement, il nous dit pressé d'adopter les mesures soudainement. Donc, nous, les conservateurs, veulent que le gouvernement soit là pour les Canadiens qui souffrent à cause de la fermeture de notre économie. C'est la raison pour laquelle nous essayons de coopérer, comme nous l'avons fait depuis le mois de mars. Mais nous insistons que le gouvernement commence à faire plus de progrès en protégeant le Parlement et notre système parlementaire, parce que le Parlement existe pour une raison. C'est pour regarder les politiques et pour nous assurer qu'ils sont les bonnes. Écoutez, si les libéraux avaient permis davantage de débats par rapport à l'aide pour le loyer des petites et moyennes entreprises, peut-être on aurait pu avoir un meilleur programme, un programme qui aurait pu sauver des entreprises et des travailleurs et des emplois. Mais les libéraux ont forcé ces votes trop rapidement, permettant des grands fautes et problèmes d'exister dans ces programmes. Well, now take a question from the room. Mackenzie? TV News. You're talking a lot about unleashing the power of Canadian jobs and getting people back to work, but that seems to be the opposite approach from a public health perspective. That you look at Quebec, they're shutting down many places. We might see some similar measures in other provinces. How do you square that circle of making a jobs plan go forward when many provinces are having to close down for health reasons? That's a good question. But I would point out that many of the jobs that the government could unleash are not facing closure. For example, there's roughly $20 billion of resource projects that are awaiting federal approval. If the government approved those, that's the kind of work that you can do even in a COVID lockdown. They are naturally distanced jobs. They are jobs that are out in the field. We see, I was recently in Kamloops and saw the work being done on the Trans Mountain Pipeline. That's all work that by its nature allows physical distancing. A lot of the blue-collar resource jobs that the government has killed are exactly the kind that could prosper even in the worst case of a COVID lockdown, because people are naturally distanced on those work sites. So what we've been telling the government is where there is the possibility for people to do their work safely throughout these various kinds of lockdowns, let's allow them to do it. Let's allow our small businesses to prosper. Many of them have found ways to safely distance while continuing their operations. Many of them have work-from-home options that let people stay safely in their homes while productively contributing to the economy. So the fact that we have targeted lockdowns in specific geographies and sectors is not an excuse for giving up on the entire job market. The only way to pay the nation's bills is to have our 20 million mighty workers producing at their full potential. Speaking of the PBO report, as you spoke about earlier, there's going to be a vote coming up tonight on the benefits, the new CERB, sickness benefits, caregiver benefit. Are the Conservatives going to vote for that? Or are you going to vote it down? What's your party's position? We support the benefits. Well, now, sorry, we have to go on the phone. Like we alternate between room and phone all the time. You have to go for a question on the phone. Operator, do we have a next question? Yes, thank you. Next question is from Hélène Bouzati from Le Devoir. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, Monsieur Poilievre. Je voulais juste revenir à ce rapport du DPB. Qui nous dit que pour l'instant, la dette, elle est soutenable, mais pas si on ajoute les nouvelles dépenses qui sont contenues dans le discours du trône. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on devrait annuler ces nouvelles dépenses et ou proposer une espèce de mix avec les nouvelles dépenses, mais coupées et taxées en plus? Mais nous supportons des
des programmes qui viennent en aide aux familles pendant la crise COVID. Nous étions en accord avec la prestation d'urgence et aussi la subvention salariale. Ce sont des mesures nécessaires pour permettre les gens à survivre lorsque les gouvernements les interdisent de travailler, évidemment. Mais à part de ça, ce n'est pas nécessaire de créer des nouvelles obligations permanentes pour les contribuables. Maintenant, quand le gouvernement a déjà un déficit incontrôlable, ce n'est pas nécessaire de créer des programmes qui seront en place pour des décennies sans aucun plan pour payer les factures. Donc oui, au programme nécessaire pour sauver les gens pendant la période de COVID, mais pour le long terme, il faut que les dépenses soient responsables et soutenables. Nous ne supportons pas des augmentations de taxes et d'impôts. Les augmentations de taxes et d'impôts tueraient des emplois. Et les emplois, c'est la seule façon qu'on va pouvoir payer nos factures comme pays. Il nous faut des emplois parce que les employés produisent la richesse qui fournit les montants nécessaires pour la santé, l'éducation et la prospérité des familles. Alors, plus spécifiquement, je comprends ce que vous dites, dépenses pour la COVID versus dépenses à long terme. Alors, plus spécifiquement, est-ce que vous pourriez indiquer ces dépenses dans le discours du trône qui vous apparaissent à être des dépenses récurrentes qui ne sont peut-être pas justifiables dans le contexte financier actuel? Merci. Mais nous avons déjà énuméré des programmes que nous supportons. Donc, ces programmes, on va continuer à les appuyer aussi longtemps que nécessaire pour permettre les gens à passer à travers la crise COVID. À part de ça, nous pensons que notre priorité devrait être la création d'emplois. Merci. Madeleine? Donc, si je comprends bien, vous seriez contre le programme d'assurance médicaments, contre les services de garde, par exemple? Mais il faut reconnaître que les libéraux promettent ces genres de programmes depuis 1993. Alors, il n'y a maintenant aucun spécifique à cet égard, à part de notre promesse électorale. Il y avait des grandes parties du discours du trône qui auraient pu être dans la plateforme de Jean Chrétien en 1993. Il a promis tous ces genres de programmes il y a presque 30 ans. Donc, nous allons juger ces promesses dès qu'on les voit, mais pour l'instant, on n'a aucun spécifique à part des slogans pour l'instant. Et aussi, il faut reconnaître que la plupart de ces genres de programmes que les libéraux promettent maintenant sont dans les champs de compétences des provinces et il semble avoir aucun consensus parmi les premiers ministres provinciaux pour les livrer. Donc, je pense que les libéraux fédéraux devraient se concentrer sur la livraison de leurs propres responsabilités, comme l'approbation des tests rapides, comme la protection de nos frontières, et comme d'autres programmes qui sont exclusivement fédéraux, au lieu de dicter aux provinces comment gérer leurs propres compétences. Mes questions, M. Poilievre, ont été posées par mes collègues. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du vote, la façon de voter. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça se passe pour le moment? C'est lent, c'est sûr, c'est vraiment lent. Et ça prend, pour un vote qu'on avait hier, on avait un vote, mais il y a certaines soirées pour gérer le gouvernement et pour faire adopter les lois, il va y avoir 9 ou 15 votes. Je ne sais pas si ça va être possible de gérer ces genres de décisions avec 10 ou 15 reprises l'une fois après l'autre parce que ça prend énormément de temps de reconnaître la voix de chaque personne. Donc, honnêtement, je reconnais que ce n'est pas facile, qu'il n'y a aucune solution facile dans ces circonstances. Il nous faut se distancer, mais
En même temps, je pense qu'il faut regarder la façon dont c'est déroulé hier pour trouver une façon qui est en même temps efficace et aussi imputable, parce que chaque personne devrait pouvoir voir comment leur député a voté. Donc, c'est nécessaire de montrer le visage de chaque personne, mais aussi de faire adopter ou rejeter des projets de loi d'une façon efficace. Merci. Merci. Madeleine? Bonjour. Juste pour commencer, je vais dire qu'on est fiers au sein du NPD que nos efforts depuis quelques semaines, quelques mois, en fin de compte, de mettre en place un parlement virtuel, un parlement hybride, a porté fruit. Et maintenant, les députés peuvent participer de partout au Canada. Ça, c'est important quand on parle de la démocratie la plus grande au niveau mondial. Aussi, ça évite tous les problèmes de santé qui pourraient venir avec les députés qui traversent le pays, qui ne passent pas plusieurs aéroports et qui sont obligés de venir à Ottawa pour représenter leurs concitoyens. Maintenant, il y a des problèmes et on espère bien de régler ça dans les semaines à venir. So the NDP is very proud that after months of effort, we were able to convince the other parties to put in place a hybrid parliament. It has important ramifications, of course, for public safety, because it means there's not 338 MPs crisscrossing the country, going to many different airports to come here to represent their constituents. They can do it from their ridings, and we can maintain social distancing in the chamber. And so we're happy about that. We know that there is still a lot of work to do, and we will be working with the other parties to get to the point where it is more of a seamless vote, but the full parliamentary abilities have now been restored. That's important, and now we have to work the bugs out in the coming weeks. Question, Madeleine? Monsieur Julian, vous parlez de problèmes. Les problèmes, est-ce que ce sont avérés lorsque les députés votaient? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça se passe? C'est trop long, c'est sûr. Quand on parle de 2 heures pour faire un vote, et on a quand même des protocoles à suivre, il faut qu'on soit présente, visible pendant toute cette période-là. 2 heures, c'est trop long. Quand on pense, parfois, on a plusieurs votes procédurels en ligne. Si ça passe chaque fois 2 heures, ça va ralentir beaucoup le travail important qu'on a à faire. Et dans une pandémie où il faut répondre aux besoins de la population, 2 heures par vote n'est pas acceptable. Je sais qu'il y a des mesures qui vont être mises en place. Je pense que tous les partis peuvent travailler ensemble. Et dans quelques semaines, j'espère que ça va être beaucoup raccourci. Je me pose la question sur le nombre de députés en Chambre. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop? Est-ce que vous trouvez que c'est acceptable? Les députés n'ont généralement pas de masque. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec la présence de députés en Chambre? Oui, je pense que le nombre des députés est exact. On a une distance sociale. J'ai vu tout le monde qui porte leur masque en rentrant. Et moi aussi, je porte mon masque quand je suis dans proximité d'un autre député. Mais l'administration de la Chambre des communes a fait une sorte qu'on a une distance sociale entre chaque député. Et je trouve ça important. No, I have to go on the phone for time purposes. Do we have a question on the phone? Operator, do we have a question on the phone? You may go, Madeleine. Just one. Yeah. Une dernière question, Monsieur Julian. Vous êtes en faveur de C4. Vous avez négocié une entente. Vous avez obtenu des gains, selon vous. Est-ce que vous êtes, par contre, en faveur de la durée du débat accordé à C4? Mais on a fait des gains, c'est évident. Pour la première fois, on a un congé de maladie payé pour les travailleurs et les travailleuses canadiennes, peu importe où ils se trouvent au pays. Ça, c'est important. C'est pas universel, mais presque universel. Puis pendant une pandémie, ça va être important. Maintenant,
on n'est pas satisfait du tout avec l'approche du gouvernement dans le sens que ça fait 6 semaines qu'on aurait pu déposer ce projet de loi. Au lieu d'avoir prorogué le Parlement, on aurait dû commencer à avoir ces discussions-là à la fin d'août, comme prévu par la motion du MPD au début de l'été. Alors, on se ramasse maintenant avec une PCE qui s'est terminée minuit passé, minuit dimanche soir. Alors, il y a 1 million de Canadiennes et des Canadiens qui n'ont aucune façon de trouver de quoi pour mettre la nourriture sur la table. Il faut agir vite, mais on n'est pas satisfait avec l'approche du gouvernement de tout. On trouve ça irresponsable. Mais on veut mettre ça en place immédiatement, ces prestations, pour que ces gens-là, le 1 million qui sont laissés à côté, peuvent trouver de quoi pour faire nourrir leur famille. I think we have the phone line back. Operator, do we have a question? We do not have a question on the telephone line. Perfect. Back to the room. Mackenzie? Mackenzie Gray with CTV News. Your party was the party that negotiated a deal with the Liberal government to expand the new CERB benefit as well as expand the sickness benefit. That will come at an increased cost to a program that's already quite expensive on top of a deficit that's even more expensive. The PBO has come out today and said that the current rate is not sustainable. As the party that seems to be the party that's willing to play ball with the Liberals, will you be concerned about deficit projections going forward when you're considering deals that you may or may not make with the government to continue supporting them going forward? Well, that's why Jagmeet Singh and the NDP from the very beginning have said that we need to establish a fair tax system in this country. In the Second World War, we had a much higher debt to GDP ratio, as you know, but we also had a fair tax system. And what that meant is very profitable corporations paid their fair share of taxes. Wealthy Canadians paid their fair share of taxes. And that was the secret to success coming out of the Second World War, not only paying down that accumulated debt, but also funding the array of social programs and the social safety net that led to the prosperity in the 1950s, unprecedented in Canadian history. We have to make the same smart decisions now, which is why Jagmeet Singh has been calling for a wealth tax that many prosperous countries like Switzerland and Norway already have in place. We've said we have to crack down on overseas tax havens. Overseas tax havens alone, the PBO has estimated at over $25 billion a year. So you take it back 15 years, that's nearly $400 billion that we splurged on overseas tax havens rather than making investments that make a difference in people's lives. So what we need to do is take what is one of the most unfair tax systems among all industrialized countries and put in place a fair tax system that exists in other countries that allow us to make the investments that we need to make to provide supports for Canadians. On a completely separate issue, I want to ask you about testing as well for COVID-19. Today, the federal government purchased a whole whack of new tests from Abbott Labs that are not yet certified by Health Canada to actually be able to be used. So 2 questions on this. Well, you're probably better asking Todd Davies. I know finances, but I'm not as good in health issues. But just broadly speaking, do you think that either the Prime Minister or Ms. Hajdu should be able to interfere with the process and say, other countries have approved this rapid testing, like the U.S. and many other European countries, and that we should have these tests available here in Canada? I defer to Don Davies for that, and I'm sure he'd be more than willing to speak with you. All right. Operator, do we have a question on the phone? No questions at this time. Okay. Do we have another question in the room? No? Thank you. Well, thank you. Merci beaucoup.